Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un petit bilan, une petite update sur les reliques de ma pile à lire. Début août 2022, je vous avais posté une vidéo pour vous parler de ces livres qui prenaient la poussière sur mes étagères. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous la mets juste là. Et en gros, je vous parlais des livres que j'appelle les reliques de ma pile à lire, c'est-à-dire les livres qui sont présents dans mes bibliothèques depuis plus d'un an et que je n'ai pas encore lu. Et donc j'avais fait ça début août, il y en avait 12 et je vous avais dit que mon objectif c'était de les lire, en tout cas d'en lire le plus possible d'ici la fin d'année 2022. Et je reviens pour vous faire d'une part le bilan de cette première vidéo relique et de vous présenter les nouvelles reliques pour 2023, c'est-à-dire les livres qui sont dans ma pile à lire depuis 2021 et que je n'ai toujours pas lu et qui se rajoutent du coup aux reliques précédentes. Globalement, je suis assez contente de ce que j'ai fait des reliques de 2022 puisque sur les 12 livres présents initialement, j'en ai lu 7. Il y en a 2 qui sont encore dans des piles à lire de challenge. Un pour lequel je pense très sincèrement m'en séparer avant de le lire, mais je vais peut-être genre le feuilleter un petit peu et voir, mais voilà, il est en sursis plus. Et 2 qui je pense seront lus dans les mois à venir, donc voilà, je trouve que c'est pas trop mal. Et pareil pour les nouvelles reliques, du coup les reliques de 2023 sur les livres achetés en 2021, il y en a également 12, c'est... Je fais 12 reliques par an, pas plus, pas moins. Et c'est des livres qui, pour certains, sont déjà dans des piles à lire ou dans des objectifs particuliers. Donc je vais vous raconter tout ça. Et je vous propose qu'on commence tout de suite. Et on va commencer cette vidéo par le bilan des anciennes reliques que je vous ai déjà présentées du coup en août 2022. Et on va commencer par les livres que j'ai effectivement lus dans ces reliques. Et alors, il y a du très bon et il y a du moins bon. Globalement, c'est un peu mitigé, mais c'est pas trop mal. En tout cas, le premier livre que je vais vous présenter, ça a été une excellente lecture et c'est le premier tome de Hakata Witch de Nnedi Okorafor, publié aux éditions de l'École des loisirs dans la collection Medium, qui est absolument magnifique et qui était une très bonne lecture. On est ici dans de la fantasy africaine où on suit une jeune adolescente donc qui se trouve être noire albinos et qui vit au Nigeria, où c'est un petit peu compliqué pour elle puisque elle se fait harceler et ostraciser par rapport au fait qu'elle soit albinos, et elle découvre que sa particularité fait qu'elle a des pouvoirs magiques, et c'est là où on passe dans une espèce d'autre plan, où en tout cas on découvre tous ses pouvoirs et cette magie, et c'était très cool. Il y a un petit fond d'enquête, il y a un petit fond d'apprentissage, enfin il y a vraiment des ingrédients qui m'ont beaucoup plu. J'ai adoré la plume de l'autrice qui est extrêmement fluide, extrêmement agréable. C'est le premier tome d'une nouvelle série que j'ai donc commencé en 2022, mais je lirai la suite avec grand plaisir et j'espère vous en reparler très vite. Ensuite, j'ai également lu, et assez récemment puisque je vous en ai parlé dans mes bilans du Cocorico Challenge, ce sont les 2 romans de Jean-Laurent Del Socorro que j'avais dans ma pile à lire, donc Royaume de vent et de colère et Je suis fille de rage, tous les 2 publiés aux éditions ActuSF dans leur sublime édition en hardback, qui sont tous les 2 des espèces de réécritures historico-fantastiques de guerre assez importantes, puisqu'ici on parle de la guerre de sécession, ou dans Royaume de vent et de colère on s'intéresse à la guerre de religion qui a fait suite au massacre de la Saint-Barthélemy avant l'édit de Nantes, donc autour des protestants, etc. Ces 2 récits qui m'ont beaucoup plu, c'est des choses qui sont un petit peu particulières parce qu'on est dans les 2 cas dans des chapitres très courts, avec pas mal de personnages, pas mal de lieux, pas mal de faits historiques qui sont repris, donc pas mal d'informations à emmagasiner, mais la plume de l'auteur est très agréable, c'est très fluide, ça se lit extrêmement vite. Je pense avoir préféré Royaume de vent et de colère parce que c'est des événements qui m'étaient un petit peu plus familiers, donc c'était peut-être plus simple pour moi de m'insérer dans tout ça, mais j'ai trouvé que les 2 étaient très intéressants, très bien écrits. J'ai bien aimé ce côté réécriture historique fantastique, même si je pense qu'il est un peu plus présent dans Royaume de vent et de colère où la magie a plus d'importance. Ici c'est surtout dans le dialogue d'Abraham Lincoln et de la mort que ça se joue. Toujours est-il que c'était des lectures très agréables et que je continuerai à lire du Jean-Laurent Del Socorro sans aucun problème.
Ensuite, j'ai fait une lecture d'une suite de séries qui était dans ma pile à lire depuis, bien évidemment, extrêmement longtemps, sinon elle ne serait pas dans cette vidéo. C'est le tome 6 de Lucky Arbor, donc Aveuglément de Jill Chavis, aux éditions Milady Romance, avec une couverture absolument affreuse. Lucky Arbor, c'est une série de romances contemporaines, un peu en mode cosy romance, que j'avais beaucoup aimé, mais que j'ai commencé il y a des années maintenant, et ce 6e tome traînait dans ma pile à lire depuis lors. Je l'ai lu, c'était sympathique, mais je pense que ça faisait trop longtemps que j'avais lu la série pour être encore vraiment dans cet aspect cocon du truc, et il y avait pas mal de sexisme, pas mal de choses que je trouvais un petit peu limite, pas mal de clichés, de choses comme ça qui m'ont un petit peu dérangé dans ma lecture et qui ont fait que finalement c'était pas aussi cocon, aussi cosy que ça aurait pu l'être. Je pense que c'est des choses qui me dérangeaient peut-être moins il y a quelques années, mais qui maintenant me titillent un petit peu plus et me tapent un petit peu plus dans l'œil pendant mes lectures, et du coup ça les rend un petit peu moins agréables dans ces cas-là. Donc c'était pas complètement désagréable, mais c'est plus ce que je recherchais dans cette romance, et j'aurais probablement dû la lire avant, et c'est un peu le problème des reliques globalement. Ensuite, un autre livre qui a été une petite déception, c'est Le Trône des Sept Îles de Adeline Grace aux éditions de Saxus, que j'avais dans la très belle édition reliée en hardback, sans plaquette cette fois-ci, mais que je trouve plutôt très sympathique. Ici on est dans de la fantasy young adult avec un univers assez sombre, assez dark, où il y a tout un système de magie, de classes différentes qui doivent rester dans les îles dans lesquelles elles sont nées pour pas faire de mélange de magie, puisque une personne ne peut posséder qu'une seule magie, sinon il y a une espèce de malédiction qui va s'abattre sur tout le monde en gros. Et on suit donc l'héritière de ce royaume qui essaye de prouver sa valeur à son père, qui essaye de montrer qu'elle peut faire des choses, qu'elle a des idées pour des changements pour apporter des bonnes choses à son peuple, etc. Donc des choses plutôt intéressantes. Honnêtement, de prime abord, c'est un personnage qui m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé l'univers qui était assez sombre, assez violent, mais qui semblait très intéressant. Et en fait, le temps passant, les pages passant, j'ai perdu de l'intérêt dans les enjeux et dans l'univers, et j'ai eu du mal à m'impliquer avec les personnages, avec leurs relations. Il y a une espèce de romance qui se met en place qui m'a pas convaincue. En fait, je pense que je suis passée à côté parce que les enjeux m'ont pas impacté autant que je l'aurais voulu, et du coup c'était pas désagréable, mais il y avait des petites choses qui m'ont un petit peu gênée au fur et à mesure de ma lecture, qui ont fait que probablement j'en suis sortie progressivement, et que malheureusement ça n'a pas été une excellente lecture, que ça n'a pas été un très bon moment. Ça s'est lu rapidement, c'était pas désagréable au moment de la lecture, mais c'est pas un livre dont j'ai de grands souvenirs à l'heure actuelle. Je ne lirai pas la suite, je ne vais pas conserver cet exemplaire dans mes bibliothèques, mais je suis contente de l'avoir sorti parce que ça faisait un moment qu'il traînait, et que c'était vraiment le temps que je le lis. Et un autre livre que j'aurais dû lire avant, comme toutes les reliques de cette vidéo probablement, le premier tome des Éveilleurs de Pauline Alphen aux éditions Hachette, qui avait été encensé il y a quelques années par Pauline de la chaîne Patatras, et qui m'avait donné très envie de le lire. Je l'avais trouvé d'occasion, donc je m'étais jetée sur l'occasion, et il avait traînouillé dans ma pile à lire, comme c'est souvent le cas pour les romans que j'achète d'occasion sans beaucoup de réflexion derrière, malheureusement. Toujours est-il qu'ici on est dans de la fantasy jeunesse young adulte, je dirais, alors presque de la science fantasy, puisqu'on se rend compte à un moment donné que finalement c'est l'univers qui nous dépeint, et peut-être l'évolution de notre monde actuel après une catastrophe. Il y a voilà, ce côté à la fois post-apocalyptique et pouvoir qui se mêlent, des choses assez intéressantes. Il y a notamment pas mal d'amour du livre, d'amour des histoires qui était très cool, un peu d'apprentissage, un peu de relation maître-élève, deux enfants qui essayent de trouver leur place et d'avoir des réponses dans cet univers. Donc pas mal de bons éléments qui auraient dû faire que j'apprécie énormément cette lecture. Et un petit peu comme pour Le Trône des Sept Îles, finalement je suis passée à côté parce que j'ai pas réussi à m'impliquer avec les personnages et à m'intéresser vraiment à l'univers. Je sais pas, pour ce livre, c'est très bizarre, j'ai beaucoup de mal à définir ce qui ne l'a pas fait pour moi, parce qu'encore une fois, il y avait énormément de bonnes choses, énormément de choses qui auraient dû me plaire, mais je suis passée à côté. C'était pas une mauvaise lecture en soi, c'était pas désagréable, mais j'avais du mal à y retourner. J'avais pas énormément d'affect quand je refermais le livre, j'avais pas énormément envie d'y revenir. Je l'ai fini, mais j'ai
trouvé la fin brouillonne et accélérée et encore une fois, c'était un peu épique, il se passait plein de choses, mais j'avais aucune implication émotionnelle, aucun enjeu dans ce que les personnages étaient en train de vivre, donc vraiment aucun intérêt finalement pour lire la suite de cette histoire. Et encore une fois, comme pour le Trône des Sept Îles, je ne le conserverai pas dans ma bibliothèque et je ne lirai pas la suite de la série malheureusement. Et le dernier livre de ces reliques que je vous avais présenté, que j'ai d'ores et déjà lu, c'est l'intégrale de Arsène Lupin, donc de Maurice Leblanc aux éditions Omnibus, qui est absolument magnifique, qui est énorme et qui pèse un âne mort. Il s'agissait en fait de lire la fin de cette intégrale, puisque je l'avais d'ores et déjà commencé bien avant août 2022, mais ça faisait un moment que ça traînouillait, donc j'ai lu les 2 derniers recueils de nouvelles de cette intégrale, si je ne dis pas de bêtises, et c'était très sympa. J'aime bien Arsène Lupin, je préfère Sherlock Holmes sans hésitation, hein, voilà, je suis team Sherlock à 300%, mais c'était sympa, j'aime bien l'humour, j'aime bien le côté un peu rocambolesque, drama queen de Arsène Lupin, toutes les péripéties qu'il vit ou qu'il déclenche même parfois, certaines fois il les subit, certaines fois il les déclenche très très largement, et voilà, c'était une lecture très sympa, pas prise de tête, ça se lisait très très bien, et j'étais contente de finir de découvrir Arsène Lupin par ce biais-là, donc je suis ravie d'avoir pu finir cette énorme intégrale. Et pour les livres que je vous avais déjà présentés dans ces reliques mais que je n'ai pas encore fini, il y a tout d'abord les 2 romances paranormales qui végètent dans mes bibliothèques depuis bien trop longtemps. Le 4e tome de Psy Changeling de Nalini Singh, Mienne pour toujours aux éditions Milady, et le 3e tome des Seigneurs de l'ombre de Jenna Showalter, donc L'émeraude des ténèbres, aux éditions Harlequin. Ce sont encore une fois des livres que j'ai achetés d'occasion il y a pas mal de temps maintenant, je crois que c'est des livres qui datent de 2020 que je n'ai toujours pas lus parce que il y avait une période où j'enchaînais pas mal les romances paranormales. Vous avez dû le voir si vous avez regardé mes vidéos un petit peu rétrospectives des années 2010. En tout cas, le début de la série que j'ai lancé sur ce sujet, c'est un genre que j'ai pas mal poncé dans ces années-là, mais dont j'ai beaucoup ralenti la lecture depuis 2-3 ans, donc finalement depuis 2019-2020, et c'est vrai que c'est des livres vers lesquels je me penche moins volontiers ces derniers temps, donc voilà, ceci fait que ces 2 livres poireautent un petit peu. Il faudrait que je tente de les lire, peut-être genre 50 pages, voir si vraiment c'est plus du tout possible pour moi, ou si j'accroche encore un petit peu au truc, même si je pense que ça va être bourré de clichés, etc. J'ai envie de voir ce que ça donne encore pour moi à l'heure actuelle. C'est pour ça que je ne les ai pas encore virés entre guillemets de ma pile à lire. Toujours est-il que je vais leur donner une chance puisqu'ils sont dans ma pile à lire du Cold Winter qui n'est pas encore fini. Donc j'aimerais beaucoup essayer au moins de les lire avant la fin du Cold Winter, voir ce que je fais de ces livres, si je les conserve ou non, et je vous en redirai des nouvelles à ce moment-là. Un autre petit duo, mais qui est depuis bien moins longtemps dans ma pile à lire, même si ça commence à faire un petit peu, puisque probablement pareil, ça devait être fin 2020, début 2021. La méthode Lighty de Leah Johnson, donc aux éditions de Sexus en relié, et toujours aux éditions de Sexus en relié, Lore de Alexandra Bracken, qui sont tous les 2 absolument magnifiques, qui me font tous les 2 très envie, mais j'ai un petit peu peur puisque les derniers de Sexus en young adulte que j'ai lus n'ont pas été exceptionnels, typiquement Le Trône des Sept Îles. Donc voilà, je suis un petit peu frileuse, d'autant que celui-là est énorme. Honnêtement, je pense que la méthode Lighty va se lire très vite, mais encore une fois, il faut que je me lance dedans et que je sois dans le mood contemporain YA, ce qui est encore une fois de moins en moins fréquent ces derniers temps. Donc voilà, il faut vraiment que je les sorte rapidement de ma pile à lire. Cela, c'est vraiment un objectif pour le premier trimestre 2023 que je me pose, parce que sinon, encore une fois, ils vont louper le coche et j'apprécierais bien moins ma lecture que ce que je ne pourrais faire, et c'est extrêmement dommage. Et le dernier livre de ces premières reliques de ma pile à lire, c'est donc Rayures et Ratures, le 2e tome de Chloé Romengas, qui est une auto-édition que j'avais financée sur Ulule. On parle ici des HPI, des hauts potentiels intellectuels, et c'est un sujet qui m'intéresse pas mal, donc je m'étais dit que ça pouvait être sympa de voir un petit peu des témoignages ou peut-être des pistes de réflexion, etc. J'ai déjà lu le 1er tome, mais il y a un moment maintenant, je pense à peu près au moment où je l'ai reçu de Ulule. En fait, le souci avec ces livres-là, c'est que je pense que ce n'est pas ce que j'en attendais. Le 1er tome était
beaucoup d'enfoncer de portes ouvertes, beaucoup de blabla sans finalement beaucoup de science derrière, et je pense que c'est ce que j'espérais dans ces lectures. Donc j'étais un petit peu déçue, le style est un petit peu empoulé, c'était pas du tout ce que j'en attendais, et je pense que c'est pour ça que je n'ai pas autant apprécié ma lecture que je l'aurais voulu. Du coup je freine un peu des cas de fer pour lire ce livre. J'ai très peur que ce soit le même acabit. Ici on est plus dans un recueil de témoignages, là où le premier était davantage une espèce de présentation de ce que sont les hauts potentiels intellectuels. Donc je me dis que peut-être cet aspect témoignage va rattraper ce que l'autre n'a pas su me fournir, mais voilà, encore une fois, j'ai un petit peu peur de ce que je vais y trouver. Je pense que comme pour Petit Changeling et Les Seigneurs des Ombres, je vais essayer de lire quelques pages, de feuilleter quelques témoignages et de voir s'il y a quelque chose qui m'accroche, et si ce n'est pas le cas, ce sera un livre qui quittera définitivement ma pile à lire également, parce que voilà, en 2023, j'ai pas envie de me forcer à faire des lectures qui ne me correspondent plus ou qui ne m'intéressent plus. Donc voilà, et puis il sera bien mieux dans une autre bibliothèque dans tous les cas s'il ne m'apporte rien. Donc ça, c'est les livres que je vous ai déjà présentés donc en août 2022 encore une fois. Je suis, comme je le disais, assez contente puisque j'ai réussi quand même à en lire une grande majorité, et pour ceux que je n'ai pas encore lus, j'ai avancé un petit peu plus ma réflexion derrière, de savoir ce que j'en fais si je ne les lis pas, et quelle est la deadline pour ces livres. Donc typiquement les romances paranormales, ce sera la fin du Cold Winter Challenge, sinon c'est niette. Pour les deux de Sextus, je me laisse jusqu'à la fin du premier trimestre, et pour Rayure et Rature, ça va être pareil, assez rapidement je pense, pour vraiment faire un peu place nette et passer à la suite, et à ce que je vais vous présenter dans cette deuxième partie de vidéo, donc aux reliques de 2023, donc celles que j'ai achetées en 2021 et qui ne sont toujours pas lues, donc qui sont là depuis plus d'un an dans ma bibliothèque, et encore une fois qu'il serait grand temps que je sorte. Comme je vous l'ai déjà dit, il y en a également 12, ce serait très cool que j'arrive à en lire une par mois minimum, mais on va voir ce que ça donne, et du coup on va enchaîner avec les titres reliques. Et ce qui est assez intéressant avec donc ces nouvelles reliques que j'ai acheté en 2021, c'est qu'il s'agit pour la grande majorité de livres que j'ai achetés en salon en 2021. Alors pas parce que ce que j'achète en salon ne me plaît pas, parce qu'au contraire souvent c'est des livres que j'ai extrêmement envie de lire, mais parce que en fait souvent j'achète pas mal en salon, c'est un gros volume d'un coup parce que je me dis que c'est l'occasion, on discute avec les auteurs, il y a les dédicaces, etc. Ce qui fait que je pense que ça dépasse ma capacité de lecture sur quelques mois. J'essaye quand même de plus en plus de lire les livres que j'achète de façon assez rapprochée, j'ai l'impression de m'améliorer là-dessus, donc c'est plutôt très cool. Mais voilà, les salons c'est un peu des petits événements supplémentaires qui font que les livres qui rentrent dépassent la capacité des livres qui sortent, et qui créent un déséquilibre, et ça se manifeste très clairement dans ces reliques qui sont pour la grande majorité donc des achats, notamment des Imaginales 2021. Il y a un livre qui date des Utopiales et le reste c'est plutôt des fins 2021, donc ils sont moins graves entre guillemets parce que c'est vraiment des toutes fins d'année qui expliquent leur non-lecture par le fait qu'elles sont beaucoup plus récentes. On va commencer donc par le seul livre des Utopiales 2021 que je n'ai pas encore lu, c'est le premier tome de la trilogie des Remparts, donc le livre de colis de M.R. Carré, publié aux éditions de La Talente, en plus une maison d'édition que j'adore. C'est un livre qui me fait extrêmement envie, les retours sont dithyrambiques. J'ai notamment vu très récemment la vidéo des favoris de Snodza de 2022 qui en parlait très bien, qui m'a redonné encore plus envie de le lire, donc il faut vraiment que je le sorte de ma pile à lire. En plus, je l'ai acheté aux Utopiales, donc il est dédicacé par l'auteur, donc vraiment je n'ai pas d'excuses, il a l'air incroyable, ça a l'air d'être de la SF un petit peu écologique. Honnêtement j'en sais pas grand chose, mais il me fait extrêmement envie, j'adore les couvertures, j'adore la charte graphique de cette série. Il faut qu'il sorte de ma pile à lire assez rapidement celui-là, parce que ça n'est pas possible autrement. Et on va passer au livre que j'ai acheté du coup aux Imaginales de 2021, ceux-ci, et les deux premiers sont d'ores et déjà dans une pile à lire particulière pour cette année 2023, puisque je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les 12 livres recommandés par 12 amis la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. Le premier c'est La Ville sans vent, le premier tome de Éléonore de Villepoix, publié aux éditions Hachette. Celui-ci il est d'ores et déjà prévu en lecture commune avec Papotage livresque, il faut qu'on se le cale d'ailleurs, mais donc
il sera lu sans grande inquiétude en 2023, je ne me fais pas de soucis. Et le deuxième livre, donc toujours dans cette espèce de petite pile à lire des 12 livres, c'est le premier tome de Vampiria de Victor Dixon, donc La Cour des Ténèbres, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R, qui me fait extrêmement envie parce qu'encore une fois les retours sont excellents, que ce soit de Juliette de Livre et Sortilège, de Emilia de Les Bibliothèques d'Emilia, de Aurélie de Livromancienne, enfin vraiment tout le monde a l'air d'adorer cette série. Il faut qu'on le lise avec Kim du compte Everbookie sur Instagram. Encore une fois, c'est une lecture commune qu'il faut que l'on case, mais j'ai vraiment très hâte de m'y plonger et je vous en redonnerai des nouvelles en 2023, je n'y manquerai pas. Un autre livre qui est dans une pile à lire, mais celui-ci je ne pense malheureusement pas pouvoir l'en sortir puisque Que passe l'hiver de David Brie, publié aux éditions de L'Homme sans nom, et dans ma pile à lire pour le challenge Dévorez-les tous, qui prend fin demain soir. Donc très clairement je ne l'ai pas commencé, il était là uniquement pour me permettre de valider le succès Zarbi. Ce ne sera pas le cas, en tout cas pas grâce à ce livre, donc malheureusement il va retourner dans ma pile à lire, mais il y est également présent pour le Cold Winter Challenge et j'ai bon espoir pour le coup de le lire avant la fin de celui-ci en février, et encore une fois j'espère vous en reparler d'ici là. Ensuite, un livre que j'ai dû mettre dans ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge mais que je n'ai pas encore eu le temps de lire, c'est Cendre de Johanna Marines aux éditions Snag, qui est un récit steampunk, je crois, dans un Londres un petit peu brumeux, qui me fait plutôt envie. Alors en ce moment je suis pas trop dans ce mood là, mais je pense que ça peut être une lecture assez rapide, assez sympa. J'aimerais bien le caler, alors probablement pas au premier trimestre mais peut-être un petit peu après. En tout cas j'aimerais beaucoup, encore une fois, le lire assez rapidement et vous en reparler également, mais vous l'aurez compris, c'est le cas de toutes les reliques que je vous présente dans cette vidéo. Un livre qui crie Pumpkin Autumn Challenge mais que je n'ai encore une fois malheureusement pas eu le temps de lire pendant celui-ci, Les Chaînes du Silence de Céline Chevet aux éditions du Chat Noir. On est ici dans une histoire de vampire qui me tente beaucoup. J'aime vraiment énormément cette couverture et l'ambiance qu'elle semble dégager, donc si c'est à l'image du livre, ça présage de très bonnes choses. Mais voilà, je voulais le dire pendant le Pumpkin, je n'ai pas réussi. Je ne sais pas très honnêtement si j'attendrai le Pumpkin Autumn Challenge de cette année pour le sortir. Encore une fois, ça a l'air d'être une petite lecture qui doit se lire assez vite. Donc si je peux le sortir avant, je vais pas hésiter très longtemps, je pense. Et j'espère, encore une fois, vous en reparler très vite, sinon je vous en reparlerai pour sûr pour l'automne 2023. Un autre livre dans le forêt creepy bizarre, Rouge de Pascaline Nolo aux éditions Gulfstream dans la collection Électrogène, qui est cette très jolie collection avec les jaspages colorés. C'est une réécriture du Petit Chaperon Rouge qui a l'air assez glauque. Il est question, je crois, de violences sexuelles, en tout cas en partie, donc voilà, ça a l'air d'être des sujets assez lourds, mais j'avais énormément aimé l'intervention de l'autrice aux Imaginales 2021, du coup quand je me suis procuré ce livre, et je ne l'ai toujours pas lu depuis. Je pense qu'il me fait un peu peur par les sujets qu'il semble aborder, et que c'est probablement pour ça que je suis un petit peu précautionneuse dans le fait de le choisir ou pas. Je l'ai mis dans un certain nombre de piles à lire et je ne l'en ai toujours pas sorti. Encore une fois, il serait grand temps, d'autant que j'aimerais bien vous faire une série sur les réécritures du Petit Chaperon Rouge. Donc voilà, autant d'arguments pour sortir ce livre cette année, et encore une fois, je m'y engage avant la fin de l'année. Un autre livre de Céline Chevet que j'ai également acheté aux Imaginales 2021, Sous les sabots des dieux, donc le premier tome, qui est également publié aux éditions du Chat Noir. Alors celui-là, je suis un petit peu réticente puisque j'ai vu l'avis de Juliette de Livre et Sortilège, qui en a reparlé également pour ses déceptions de 2022. Qui a priori n'a pas apprécié le personnage principal, même si elle trouvait l'univers très intéressant. C'est ce que j'ai cru comprendre en tout cas. On est ici dans de la réécriture historique en Corée, et ça avait l'air très cool à plein d'aspects, notamment en termes de religion et de manipulation un peu autour de la religion. Des sujets qui m'intéressent pas mal. J'avais beaucoup aimé la plume de Céline Chevet dans La fille qui tressait les nuages, donc qui est son premier roman si je ne dis pas de bêtises. Donc j'aimerais vraiment beaucoup la retrouver. Je ne sais pas encore si je vais commencer par celui-là ou par Les Chaînes du Silence, mais ouais, il faut que je lise les deux romans de cette autrice que j'ai, parce que ça fait trop longtemps qu'ils sont là et qu'à un moment donné ça ne sert à rien de les garder comme ça. Et la transition est impeccable puisqu'il s'agit encore une fois d'un livre que j'ai acheté aux Imaginales 2021, mais qui va me permettre de transitionner
sur les autres livres de ces reliques que je n'ai pas achetés en salon mais qui sont tous de la même maison d'édition, tout comme donc The Bone Season, le tome 3, Le Chant se lève de Samantha Shannon aux éditions de Saxus, du coup dans la très belle édition reliée Sanders Jacket qui est absolument magnifique et que j'avais fait dédicacer aux Imaginales 2021 puisque l'autrice était là, elle était trop mignonne, c'était vraiment une très belle rencontre que je garde encore en mémoire à ce jour. Mais je n'ai pas lu ce 3e tome alors que j'ai adoré les 2 premiers, que j'aime beaucoup l'univers, que j'aime beaucoup les personnages, que j'aime beaucoup la mythologie, le système de magie, enfin vraiment j'aime beaucoup ces lectures, mais ce sont des grosses pavasses et il faut que je prenne le temps et la motivation de les lire, d'autant que je n'ai pas uniquement ce 3e tome dans le pied à lire mais également le suivant et donc le 4e tome qui m'attend bien sagement, encore une fois depuis un petit peu trop longtemps. Donc voilà, il serait temps, il serait grand temps que je sorte ce livre de ma pile à lire. Encore une fois, il a été dans beaucoup de piles à lire thématiques, mais là je le mets dans cette vidéo pour me pousser les fesses un petit peu et me dire qu'il faut vraiment qu'il soit lu avant la fin de cette année. Et comme je le disais, ça permet la très bonne transition vers les 2 Saxus de 2021 que je n'ai pas encore lus. Alors il n'y en a pas 15 non plus, je suis encore une fois relativement à jour sur mes 2 Saxus, même s'il y en a beaucoup qui se sont accumulés malheureusement en 2022, c'est un autre sujet. Le second que je vous présente donc, c'est Le Chant des Sans Repos, qui est un premier tome de série dont j'ai déjà en plus le second dans ma pile à lire et il me semble bien que c'est une duologie, donc vraiment je n'ai encore une fois pas d'excuses. C'est écrit par Roséanne A. Brown, toujours donc aux éditions de Saxus, c'est toujours un livre sans dose jacket celui-là. J'aime plutôt pas mal cette couverture et les détails. Alors il est toujours sous blister parce que bien évidemment je ne l'ai pas encore lu, je n'en ai pas encore sorti, mais il me fait très envie par encore une fois la mythologie qui semble un petit peu sortir de l'ordinaire et les sujets qu'il aborde qui a l'air sympa, mais comme je le disais pour Lore et pour la méthode Lighty, je peine un petit peu avec les 2 Saxus en young adult en ce moment, donc il faut que je prenne mon courage à 2 mains et que je me lance dans cela. Encore une fois, il faut que je vois quand est-ce que je le case, mais j'espère vous en reparler très vite également. Et le dernier livre de Saxus que j'ai à vous présenter, c'est encore un livre d'une série et c'est encore un livre dont j'ai le tome suivant qui m'attend sagement. C'est le 2e tome de l'ascension de Camelot, donc la trahison de Camelot de Kirsten White, toujours chez Saxus. Celui-ci a une dose jacket et toujours également sous blister. Encore une fois, j'aime énormément le travail sur ses couvertures et ce foil. C'est un livre que j'ai également mis dans énormément de piles à lire et que je n'ai toujours pas lu et dont le 3e et dernier tome de cette trilogie est déjà sorti. Voilà, encore une fois, je n'ai pas d'excuses, mais tout comme pour le précédent, je me dis que ce serait plutôt bien de pouvoir les enchaîner et de finir du coup 2 séries en 2023 et de faire une pierre deux coups, donc une relique en moins, une série en moins. Finalement, ce serait formidable. Donc écoutez, c'est un de mes objectifs pour 2023 parce que n'ayons pas peur d'être ambitieux et j'espère que ça me portera bonheur. Encore une fois, je vous en reparlerai, je l'espère, très vite. Et le dernier livre de ces reliques, c'est un format un petit peu différent qui peut se rapprocher un petit peu de Rayures et Ratures. C'est Être une fille, c'est quoi? Donc chez Papitou Édition et écrit par Joy, et c'est un livre qui avait été financé sur Ulule par mon père qui me l'avait offert par la suite, et ça a l'air d'être un livre un petit peu didactique, un petit peu léger, qui explique pas mal de choses autour de la puberté, du corps des filles, etc. Ça avait l'air sympa, ça avait l'air mignon, mais encore une fois, faut que je prenne le temps de me poser sur le truc et de le parcourir, de voir un petit peu ce que j'en pense. Je pense que c'est le genre de livre où typiquement ce serait intéressant que je vous fasse mon retour, voir si c'est un livre que je trouve intéressant, à quel âge, adapté, etc. Donc voilà, il faut que je l'ai lu pour ce faire, mais je pense que ça peut être une lecture très sympa. Il faut juste, encore une fois, que je me motive et c'est pour ça qu'il est dans cette vidéo. Donc écoutez, comme ça, je n'ai plus le choix.
Et voilà, c'en est tout pour ce petit bilan update sur les reliques de ma pile à lire. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si certains des livres que j'ai présentés vous tentent, si vous en avez déjà lu certains, s'il y a des livres que je n'ai pas encore lus, que vous avez lus ou que vous avez envie de lire, ou sur lesquels vous voulez me hyper un petit peu plus pour me pousser encore davantage à les sortir rapidement de ma pile à lire, je vous en prie, faites donc, ça va beaucoup m'aider je pense. Je vous remercie comme d'habitude pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous les échanges qu'on peut avoir, c'est un plaisir de discuter avec vous et je vous remercie également pour vos abonnements extrêmement nombreux en ce moment puisque on est quasiment à 900 abonnés au moment où je tourne cette vidéo, ce qui est absolument incroyable. Donc merci énormément pour tout ça et d'être là et d'être de plus en plus nombreux, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.